Bonsoir Flavien. Ok. Bonjour, veuillez nous excuser pour ce retard. On a eu un glissement d'horaire. Donc voilà, en tout cas, désolé hein, vraiment pour tout. C'est les aléas du direct. Donc au sommaire de ce hors-série du grand live numérique en mode lockdown meetup sur la crise du Covid-19 et ses conséquences sur les très petites entreprises et les artisans. Notre invité du jour, Flavien Kwacha, un jeune et brillant entrepreneur de la Gritech Made in Cameroun, qui va nous parler du climat des affaires, de la situation économique vécue par les jeunes entrepreneurs, puis donnera son point de vue sur le retrait de la startup Itch au Cameroun. Ensuite, on va sélectionner quelques questions via Twitter. Bonjour Flavien. Bonjour Mathurin. Comment se passe Douala? Bah, ça va, ça va bien. Pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité, mais ça va. Et le confinement? Bah, écoute, personnellement, je ne suis pas vraiment en confinement. Même si on prend les différentes mesures et on respecte les gestes barrières qui ont été proposés par l'Organisation mondiale de la santé et puis le gouvernement. Voilà, on essaie vraiment de faire la part des choses en tenant compte des contraintes de l'activité. C'est bien, mais en tout cas, c'est vrai que c'est difficile de rester confiné quand on a beaucoup d'activités, et surtout quand on a une activité comme la tienne qui demande à être dehors, à être dans la Absolument. nature. Donc, Absolument. j'espère que enfin, dans ta ferme, ça ne souffre pas trop quoi, du confinement et de l'activité. C'est vrai qu'on a déployé des stratégies, mais souffrir, c'est pas tellement le mot que je vais utiliser. Néanmoins, je crois qu'il est évident que les prévisions de 2020 demandent à être révisées dans tous les cas. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, comme on a un peu pris par le temps, donc on va entrer dans le vif du sujet et on va regarder euh, une vidéo euh, qui permet d'avoir une petite idée de la situation actuelle que les gens vivent au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam et à Boya. Donc, c'est parti pour la vidéo. Depuis que le Covid-19 a mis un coup d'arrêt brutal à la globalisation, depuis que le Covid-19 Depuis que le Covid-19 a mis un coup d'arrêt brutal à la globalisation des échanges, la gouvernance mondiale tente d'enrayer les effets avec les mesures d'accompagnement et de relance pour la survie des activités économiques et de la paix sociale. Des chiffres sont annoncés pour 100 milliards de francs CFA au Burkina Faso, 500 milliards au Sénégal et 225 milliards au Gabon. Au Cameroun, l'heure est encore à la spéculation. Aucune somme garantissant un appui minimum aux entreprises pendant ou après cette pandémie n'a encore été évoquée. Et pourtant, les PME occupent officiellement 95% du tissu économique. Elles représentent donc cette colonne vertébrale sans laquelle l'économie nationale s'effondrerait. Une économie déjà ébranlée par les différentes tensions sociopolitiques et le manque de confiance des investisseurs.
On enregistrait il y a 2 ans des pertes de 269 milliards de chiffre d'affaires selon un rapport du groupement interpatronal du Cameroun. Le patronat a donc vite mis en œuvre des cellules de veille pour s'enquérir rapidement des préoccupations de ses membres et vite établi une liste de propositions soumises au gouvernement dont les principales mesures sont d'ordre fiscal, social, douanier et monétaire. Il est difficile à ce stade d'évaluer les réelles conséquences des pertes en chiffre d'affaires, mais la balle est dans le camp des institutions bancaires qui devront soutenir la reprise des activités. En attendant une réaction du gouvernement face à cette situation, c'est l'incertitude galopante dans l'esprit des chefs d'entreprise, en particulier chez les très petites et moyennes entreprises qui mettront la clé sous le paillasson sans une décision concrète des instances sous-régionales. Bonjour Flavien, on est de retour. C'est vrai que j'avais prévu une vidéo qui n'a pas été lancée, donc c'est resté sur l'audio. Donc voilà. Donc je ne sais pas si tu avais un peu suivi le contenu du plan de relance où justement le Cameroun était un peu à la traîne. C'est-à-dire il y a des tergiversations. On ne sait pas trop si les décisions vont être prises rapidement pour accompagner les entreprises à supporter toutes ces difficultés. Donc, en tout cas, pour commencer, je vais te proposer je ne sais pas s'il y a un double appel, je vais te proposer de parler du climat des affaires. Donc, on aimerait savoir comment se passe le climat des affaires actuellement. Comment les entreprises vivent cette situation. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Allô? 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 D'une certaine ampleur. Oui, oui. Oui. Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Ok, d'accord, ok. Donc, je voulais que tu nous parles un peu du climat des affaires. Oui, je disais que le climat des affaires en ce moment, que ce soit au niveau des très petites ou des grandes entreprises, bien sûr, sans oublier de mentionner les petites et moyennes, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre en place des stratégies, soit sur le plan individuel, soit dans les groupements, les interprofessions. La semaine dernière, on était encore en réunion dans l'interprofession avicole, où justement les dirigeants disaient qu'on attend encore le retour du ministère de tutelle, qui est le ministère de l'élevage, mais qui n'a pas encore fait de feedback. C'est-à-dire qu'on peut prendre des initiatives, mais elles ne sont pas d'une certaine ampleur qui puissent rassurer les interprofessions ou les exploitants. Par ailleurs, il y a les groupements. Aujourd'hui, on a au Cameroun le JICAM, on a l'ECAM, qui justement, et la Chambre de commerce aussi, d'industrie des mines et de l'artisanat, qui ont lancé des appels à propositions en direction des dirigeants d'entreprises. Bon, des dirigeants qui sont inscrits. C'est-à-dire que moi, si je le dis, c'est parce que je suis inscrit à la Chambre de commerce et puis dans les groupements patronaux. Justement, ils demandent qu'on leur fasse des propositions qui pourraient permettre d'avoir de moindres impacts que ce qu'on a à l'heure actuelle. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je te coupe, excuse-moi. Mais oui, quand on parle de petites entreprises ou d'artisans, mais elles ne sont pas toutes membres d'un groupement interpatronal. Bon, toi, tu as la chance de l'être, mais ceux qui ne le sont pas, comment ils font? Est-ce qu'il y a une plateforme qui est prévue pour les permettre justement de se faire entendre? Alors, pas du tout. Ce que je vais préciser, c'est que les petites entreprises et les très petites entreprises et les artisans au Cameroun sont enregistrés dans le fichier communal des artisans. C'est-à-dire que si quelqu'un est entrepreneur, en même temps, je pense qu'il faut qu'on demande au gouvernement, à l'État de prendre ses responsabilités, mais il faut aussi qu'on soit présent là où il faut l'être. C'est-à-dire qu'en ce moment, si tu vas dans toutes les sous-préfectures au Cameroun, il y a par exemple des élections de chambres consulaires qui vont se faire au mois de juin. Il est affiché la liste de toutes les entreprises, très petites, moyennes. Ceux dont les noms ne sont pas affichés dans leur sous-préfecture, ils peuvent faire des requêtes pour se rassurer justement qu'ils soient pris en compte dans le fichier consulaire. Donc c'est important d'être présent aussi. Si quelqu'un est artisan et qu'il ne s'inscrit même pas dans sa commune, là c'est un problème. Donc si les communes veulent faire, parce qu'au niveau des communes,
il y a une certaine décentralisation pour justement récupérer les avis des artisans et des très petites entreprises qui ne font pas partie du groupement. Mais si quelqu'un n'y est pas inscrit, la vérité, c'est qu'il ne sera pas pris. En fait, ces propositions ne seront pas prises en compte, malheureusement. Donc, c'est aucun moyen d'aller vers eux ou même de créer une application qui puisse leur permettre peut-être de le faire sans forcément faire la démarche d'aller vers... Si, pourtant, c'est tout à fait possible. Il y a des initiatives indépendantes qui ont été créées, qui ont été mises en place dans ce sens. C'est vrai que ce n'est pas très approfondi, ce n'est pas très appuyé parce qu'il faut un certain nombre de ressources pour pouvoir entrer en contact avec toutes ces personnes-là. Et la vérité, parfois, c'est que ce soit les communes ou les groupements ne sont pas forcément ouverts aussi à donner leur base de données à des indépendants pour leur permettre de rentrer en contact avec ces personnes, alors que ça aiderait énormément. Moi, ce que je conseille aux gens, aux personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, quelle que soit la taille de leur entreprise, c'est aujourd'hui de faire des propositions et même d'aller vers les différentes parties prenantes qui font partie de leur écosystème. C'est-à-dire que ce soit la banque, la petite microfinance même, de faire des courriers pour dire, voilà, l'état dans lequel on se trouve par rapport à la crise, qu'est-ce qui peut être pris en compte? Tu vois, peut-être qu'on en parlera dans la suite, mais même au niveau éventuellement des contrats qu'on peut avoir avec des clients, de regarder s'il n'y a pas des cas de force majeure qui puissent permettre d'alléger les charges de l'entreprise en ce moment. Donc, je voulais savoir, pour, pour la situation localement, est-ce que c'est possible d'évaluer à peu près les pertes que vous êtes en train de subir actuellement? Oui, c'est possible d'évaluer. Déjà, ça se fait au niveau individuel et puis il y a une assimilation collective qui va se faire. Aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire voilà à quel niveau s'élèvent les pertes. Il y a des spéculations qui sont faites, mais c'est chaque membre de l'association. C'est-à-dire que c'est autant valable dans l'association, dans le groupement patronal que pour les très petites entreprises. Par exemple, là, je suis délégué régional pour le réseau national des petits agriculteurs. C'est vraiment des petites entreprises, c'est même des entreprises individuelles qui font 3, 4, 5 millions de chiffres d'affaires quelquefois. Et on déploie des stratégies là-bas aussi. Mais ce qu'on fait, c'est que chacun d'abord à son niveau évalue quelle est sa perte et remonte progressivement. C'est-à-dire que c'est une sorte de structure pyramidale où on a le délégué national, ensuite il y a les délégués régionaux, après il y a les délégués départementaux. Et ce sont les bassins de production qui remontent l'information. Normalement, au bout de 2 semaines, on devrait être capable de sortir les chiffres et de dire voilà les pertes que nous, le réseau des jeunes agriculteurs, on a et qui sont dues au coronavirus. Parce que ce serait plus simple, avec des résultats probants, de remonter ça vers les institutions et de leur dire que voilà ce que nous subissons et comment les banques peuvent soutenir dans ce sens. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, on va passer à la deuxième question. Situation, donc c'est une sorte de scénario. Donc on va scénariser la situation d'un jeune entrepreneur qui on va prendre un exemple, admettons, un éleveur de poulets qui a comme client l'hôtel La Falaise qui a dû fermer 3 établissements. Donc, quand tu te mets dans la situation de cet entrepreneur qui a perdu un marché, quelles sont les difficultés qu'il va rencontrer immédiatement, auxquelles il doit faire face? Alors, les difficultés qu'il va rencontrer immédiatement, moi, je vais commencer par l'essentiel. L'entreprise, pour qu'elle se pérennise, il faut faire du cash, il faut avoir des revenus. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises de la taille petite, très petite ou moyenne au Cameroun qui ont une trésorerie importante. Donc, en général, c'est déjà très difficile parce qu'avec des hôtels comme La Falaise qui est mentionné dans le cas pratique, ils vont payer à 30 ou à 60 jours, un peu moins quelquefois si tu es chanceux. Donc, déjà, tu peux avoir entre 4 et 6 commandes sans avoir été payé. Le problème, c'est que quand la crise arrive et que les 3 hôtels ferment, l'entrepreneur se retrouve avec de l'argent qui est stocké chez le client, qui en l'occurrence ne peut pas payer. Et c'est cet argent qui devait permettre de poursuivre la production. Ce que j'ai envie de dire, c'est que dans l'agriculture et l'élevage, en fait, on n'est pas directement... il ne va pas être directement touché par la crise, l'entrepreneur en question. Le problème, c'est que les personnes qui sont dans sa chaîne sont touchées par la crise. Donc forcément, ça va avoir un impact sur lui. Puisqu'il ne peut pas recevoir ses entrées, il ne peut pas faire de recouvrement, il sera bloqué dans sa production et automatiquement, soit il va perdre la production parce que
là, il est dans l'élevage de poulets, de poules. Là, on parle de l'élevage de poulets de chair, ou s'il a amorcé un cycle, s'il n'a pas assez d'argent pour pouvoir continuer d'acheter des intrants et mener la production jusqu'au 45e jour, les poulets vont mourir. Donc, il va se retrouver en train de perdre, non seulement de ne pas pouvoir faire de recouvrement, mais de perdre la production actuelle qui était censée justement soutenir l'entreprise, les charges fixes et éventuellement payer les salaires et autres. Donc, ensuite, il aura certainement des tensions de trésorerie, ne pourra pas payer ses collaborateurs. Voilà. Et comment la banque peut le soutenir dans ce cas? Bon, déjà, il faut qu'il fasse un courrier à la banque. C'est la première des choses. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une trésorerie régulière, une vraie comptabilité. Le problème, quelquefois, dans qui arrive dans cette situation, c'est que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas une comptabilité lisible. Quand je dis lisible, c'est par exemple faire passer des paiements par la banque, recevoir les paiements de clients par des chèques. Beaucoup traitent avec du cash. Si tu traites avec du cash, la banque ne pourra pas s'engager parce qu'elle ne sait pas exactement quel est le flux de liquidité que tu as l'habitude de gérer. Donc, déjà, il faut faire un courrier à sa banque pour expliquer la situation, pour dire voilà la situation dans laquelle je me trouve. Éventuellement, essayer d'obtenir des clients en question des notes où ils disent effectivement nous devons telle somme à telle entreprise et nous nous engageons à payer dès que la crise va se terminer. Ce sont des éléments qui peuvent permettre à la banque de te soutenir. Mais pour ça, il faudrait, je précise encore, qu'il y ait un certain historique. Sinon, ça va être compliqué. Parce que dans la situation actuelle, tout le monde, même les banques, essaient de dépenser le moins possible. Mais dans ce cas particulier, alors, est-ce que un fonds de garantie ne peut pas se soutenir dans ce cas où il faut qu'elle se base de la comptabilité? Exactement. Le fonds de garantie, c'est vraiment la solution qu'il aurait fallu. C'est-à-dire que quand nous, au niveau de l'agriculture et l'élevage, on dit on attend que le gouvernement prenne des dispositions, c'est justement des mesures comme un fonds de garantie ou une facilitation de l'accès au crédit pour que les entreprises puissent se relancer. Les pertes sont évidentes à l'heure actuelle. Mais il faut, parce que le rôle du fonds de garantie, c'est de dire à la banque, OK, aujourd'hui, tu n'es pas seul dans la gestion du risque lié à ce crédit-là. S'il y a un fonds de garantie, c'est évident que la banque est beaucoup plus enclin à apporter le crédit. Mais quelle base, qu'est-ce qui peut rassurer le fonds de garantie? C'est-à-dire, elle s'engage à perdre ou c'est juste du soutien comme ça qu'elle fait ou elle prend... Non, non. Le fonds de garantie ne s'engage pas à perdre. Ce qui est différent à ce moment-là, c'est vraiment le niveau de risque. Même avec un fonds de garantie, il va y avoir de l'analyse. Ce ne sont pas tous les projets qui vont passer. Quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve, dans tous les cas, il faudra faire une analyse, il faudra faire une étude pour voir est-ce que le projet effectivement tient la route. Parce que, Mathurin, n'oublions pas non plus que dans des moments de crise comme celui-ci, il y a aussi des entrepreneurs véreux qui vont justement essayer de faire passer des demandes de crédit alors que leurs entreprises n'étaient même peut-être pas au niveau pour pouvoir prétendre à ces crédits-là. C'est malheureusement nous aussi qui sommes les obstacles à la mise en place de certaines solutions. Donc, que ce soit la banque ou le fonds de garantie, il y aura toujours une analyse qui va se faire. Et le fonds de garantie va juste venir réduire le risque parce qu'il va partager ce risque avec la banque. Ça fait que la banque, en s'engageant, ça ne veut pas dire qu'automatiquement elle va gagner. Peut-être qu'elle va perdre, mais moins que si elle était seule à prendre l'initiative. D'accord. Donc, comme dans ce cas particulier où il y a des problèmes, au niveau des charges salariales, est-ce que la CNPS a prévu quelque chose dans ce sens? Non, la CNPS n'a pas prévu quelque chose. On a encore eu cette semaine parce que l'avantage, c'est-à-dire que nous, au sein de l'entreprise que je dirige, on a tâché quand même de faire des courriers à ceux qui font partie de notre écosystème. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs ne le font pas et ça peut leur être préjudiciable. Mais on a eu une réponse formelle de la CNPS qui justement disait on est encore en train de réfléchir aux dispositions qui vont être prises. En attendant, il va falloir que vous vous acquittiez de vos droits et de vos devoirs comme à l'accoutumée. On va continuer dans ça. Je fais un petit encart. Mais est-ce que le fait que le gouvernement ne veut pas faire un confinement total, c'est justement pour continuer à récupérer quelque chose pour ne pas se retrouver sans fonds? Sincèrement, je ne saurais te le dire parce que j'évite de m'avancer sur des sujets que je ne maîtrise pas.
la question est très... La question est complexe quand même. La vérité, c'est qu'un confinement total dans notre environnement, il peut y avoir l'avis du gouvernement, mais derrière, il y a aussi une réalité qu'on vit. Moi, j'en viens à me poser la question de savoir est-ce qu'on peut vraiment pratiquer un confinement total? Ce serait l'idéal si on regarde la question sur un plan sanitaire. Mais par rapport à l'économie, est-ce que c'est possible? C'est-à-dire qu'au niveau de l'entreprise que je dirige aussi, on a pris toutes les dispositions, on a envoyé le personnel administratif en télétravail, mais il y a l'exploitation. Comment on fait pour l'exploitation? Et toutes ces personnes-là qui vivent au jour le jour et qui sont dans notre chaîne de production, qui achètent et revendent, elles, si on les met en confinement, c'est peut-être qu'elles vont sortir en étant avec la rage de chercher ce qu'elles vont manger le lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et par rapport au niveau des matières premières, est-ce que vous ressentez déjà l'augmentation des produits, Oui, comme la absolument. provenderie ou autre, ou même peut-être le transport, je ne sais pas. Absolument. On ressent, je vais t'expliquer à quel niveau on ressent. Il y a une augmentation de prix, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, premièrement, euh, restons sur l'exemple du poulet. La provenderie au Cameroun, jusqu'à l'heure actuelle, on importe encore certains intrants. C'est-à-dire qu'on a la farine, le poisson, le soja, le maïs, mais on importe des concentrés qui permettent justement de faire le mélange complet. Les concentrés sont importés de l'Union européenne. Donc, il y a un frein au niveau de l'arrivée de ces concentrés-là. Donc, forcément, pour l'approvisionnement, il y a une sorte de spéculation parce que celui qui paye le plus cher, quand il y a pénurie sur le marché, qu'est-ce qui se passe? Celui qui paye le mieux disant va prendre le produit. Et si le provendier est le mieux disant, il va répercuter sur son client. Donc, non seulement la provente va coûter un peu plus cher parce qu'il achète le concentré plus cher aussi, mais il y a le moyen de paiement. Beaucoup d'éleveurs, ils vont élever des poulets et avoir un accord avec leur provendier de verser la somme d'aliment qui a été consommée à la fin de l'élevage, de la vente d'élevage. Mais aujourd'hui, tous les provendiers et les fournisseurs exigent un paiement en cash, puisqu'ils ne savent pas quand la crise va se terminer. Tu te retrouves entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire un client qui ne peut pas payer et un fournisseur qui exige que tu payes en cash avant de prendre la marchandise. Donc, c'est vraiment une tension extrême au niveau de la trésorerie. D'accord. Et est-ce que donc, tu m'as expliqué tout à l'heure au niveau de la pression fiscale, elle est toujours présente ou ils ont fait un peu ce que parce que le GICAM a accordé une toute petite ligne à la fin de leur communiqué où justement ils parlaient de qu'on arrête la pression fiscale, qu'on arrête carrément tout. Oui, j'ai justement vu cette proposition-là. Vraiment, ce serait intéressant. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Bien que là, déjà, les centres des impôts qui respectent les mesures gouvernementales exigent aux gens de se tenir un mètre et demi les uns des autres. Donc, ils reçoivent moins de personnes qu'auparavant. Et la date limite de paiement des impôts, c'est le 15 du mois suivant. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, la date limite de paiement des taxes fiscales liées au mois de mars, c'est mercredi prochain qui est le 15 avril. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont être en fraude parce que justement, ils n'ont même pas pu accéder au centre des impôts. Mais au niveau des centres des impôts, ils ne disent encore rien. Donc, ce que moi, je peux donner comme conseil aux gens, c'est de déclarer, même s'ils ne peuvent pas encore payer, au moins en déclarant, ça évite d'être dans les pénalités. Et on peut payer, la personne peut payer après. D'accord. Et si on fait... il y a eu des actions qui ont été menées par l'ICAM, par le GICAM, par... j'ai cru avoir vu une demande enfin un questionnaire de la Chambre de commerce. Tout à fait. Mais, est-ce qu'il y a un feedback? Pas de feedback encore. Pour le moment, ils sont en train de récupérer les avis des, des entrepreneurs. On a même élargi à certains membres qui ne sont même pas, à certains entrepreneurs ou certaines entreprises qui ne sont même pas membres de groupement. Le GICAM, l'ECAM, la Chambre de commerce, effectivement, ont envoyé des formulaires. Et en ce moment, des commissions internes sont en train de travailler pour les synthétiser et faire une restitution. Mais on n'a pas encore de retour. D'accord. Parce qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage que le Gabon, le Burkina,
avait déjà avait déjà mis à disposition toutes ces sommes. Oui, oui, tout à fait. Moi, en ce moment-là, sur les pays que j'ai regardés, vraiment, l'un énormément apprécié, c'est le Niger, qui a fait des propositions claires qui vont vraiment dans le sens de l'amélioration du climat des affaires ou l'amortissement au niveau des entrepreneurs. C'est-à-dire que, bon, entrepreneurs, mais après, citoyens individuels aussi. Hein. C'est-à-dire que dans une entreprise, des trucs basiques comme par exemple paiement de la facture Internet, au Cameroun, par exemple, si Camtel dit que on vous donne 2 ou 3 mois pour payer vos factures de mars, avril, mai, c'est déjà quelque chose. Parce qu'il y a des aujourd'hui, on parle de télétravail, mais ceux qui n'arriveront pas à payer leur facture d'Internet dans 2 ou 3 jours, ils vont être coupés. Ça veut dire que même le télétravail, ils ne pourront plus le faire. Mais pourquoi les groupements ne font pas des propositions concrètes comme la tienne, c'est-à-dire basées sur, par exemple, l'électricité, enfin des facilités pour tout ce qui est énergie, communication, ainsi de suite. Je ne doute pas, Mathurin, que ces propositions aient été faites. Malheureusement, n'étant pas au centre du processus, il est difficile de prendre une position par rapport à ça. Mais cette proposition dont je parle là, que ce soit moi ou d'autres jeunes entrepreneurs, elles ont été faites dans le cadre justement des appels qui ont été faits par la Chambre de commerce. Okay. Donc maintenant, on attend bien le feedback pour voir si ça a été pris en compte et ce sera appliqué. D'accord. On va passer à la question du cas d'école par rapport à Itch. Voilà. Donc, okay. Une seconde. Donc, hop, voilà. Donc, on va parler du cas Itch qui a plié bagage, je crois, en début d'année ou en fin d'année dernière, ou en début d'année, je ne sais plus exactement. Est-ce que... non, en fait, il y a 2-3 mois, hein. Oui. Ça s'est passé voilà. En début d'année. Voilà, je voulais savoir, est-ce que cette action va avoir des effets sur des potentiels investisseurs, sur des jeunes pousses, entre guillemets, les startups camerounaises. Si beaucoup sont soutenus par des investisseurs étrangers, entre guillemets, les VC, est-ce que les VC ne vont pas se désengager des entreprises qui sont dans des secteurs à risque comme le transport, l'hôtellerie, le tourisme, la restauration et le commerce? Tout porte à croire. Déjà, dans un pays comme le Cameroun, l'environnement n'est pas le plus approprié du continent. Bon, je ne parle pas du monde, hein, mais du continent. C'est-à-dire que quand on regarde sur le continent africain, sur les 3 dernières années, les pays qui ont réussi à se démarquer, ou les entrepreneurs des pays qui ont réussi à se démarquer, notre environnement est déjà l'un de ceux qui effraient le plus les investisseurs. Sur les 12 derniers mois, j'ai discuté avec tellement d'investisseurs de fonds d'investissement ou de particuliers qui à chaque fois posent la question de savoir est-ce que votre environnement, qu'est-ce qui fait que tu me garantisses qu'il y a une certaine clarté ou un moindre risque dans votre environnement. Donc, je ne doute pas que ça va davantage effrayer les investisseurs. Aujourd'hui, ceux qui sont dans le domaine du tourisme et métiers annexes sont clairement à l'arrêt. Là, au niveau de l'ECAM, ils ont parlé de fin juillet. Les économistes de l'ECAM parlent de fin juillet pour l'arrêt de la crise. Mais personnellement, je pense qu'on va en septembre, octobre. Mais ça n'a même pas encore... Vous ne l'avez vu même pas encore, ça n'a même pas encore commencé. Voilà, exactement. C'est-à-dire que quand je regarde la tendance en Asie, puis en Europe, en Afrique, en fait, la crise est en train de commencer. Ah oui. Elle est en train de commencer en ce moment. Donc, dire que ça va s'arrêter en fin juillet, je pense que c'est très optimiste. Donc, vu ce qui se passe là, c'est évident que les investisseurs vont avoir peur. Maintenant, ce sera à nous vraiment de déployer des stratégies pour les convaincre et pour leur dire que ce qui se passe, bien sûr, c'est compliqué, mais derrière, il y a une opportunité. Moi, ce que j'ai envie de regarder, c'est vraiment les opportunités post-Covid. Parce qu'après, justement, il y aura une sorte de réorganisation sur l'environnement économique et il y aura moyen, éventuellement, de saisir plus de parts de marché qu'auparavant. Donc, toi, tu espères que beaucoup vont tomber pour que... Non. Pour que tu saisisses l'opportunité de te relancer. Je n'espère pas que beaucoup vont tomber,
Mais la vérité, Ça va faire le Mathieu, c'est ménage. que, voilà, la vérité, c'est que ça va faire le ménage. C'est aussi par rapport à la spécificité de notre environnement. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de stratégie sur le court, moyen, long terme, qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de prévision. Elles vivent au jour le jour et certaines se créent en s'assimilant à d'autres. Regarde, on a beaucoup d'entreprises de services, par exemple. Beaucoup d'entreprises de services. Combien d'entreprises du secteur secondaire on a de transformation? Mais les entreprises du service, elles sont celles qui vont le plus être à l'arrêt dans cette Oui. période-là. Parce que si tu fais de la transformation et que tu as un produit que tu vends, même avec le confinement, il faut faire de l'e-commerce. Tu vas finir par trouver des débouchés et vendre à ton client. Mais si tu fais du service, la probabilité de chance pour que tu sois à l'arrêt, elle est grande. Et on sait bien comment ça se passe dans les entreprises de service. C'est pas pour rien que Itch est parti, parce que c'est des entreprises de service et ils comprennent clairement que, qu'on soit en confinement total ou pas, il va y avoir de l'impact sur leur activité. Ah, mais ils ont vite plié bagage, hein. Ils ont vraiment vite plié le bagage. Je t'avoue que au départ, quand j'ai vu leur annonce, j'étais un peu sceptique et je me disais à ce point, mais à la fin, je comprends que ils ont fait une sorte de transposition et rapidement, ils ont regardé par rapport à ce qui s'est passé ailleurs pour se dire que ça va probablement arriver ici à la même ampleur, sinon pire. Non, c'est pour te dire. Justement, moi j'ai l'impression que ils ont eu euh, une analyse très mathématique. Oui, oui. Est-ce que en Afrique on peut être dans des logiques très mathématiques dans le business? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si je te disais ça, c'est que peut-être je ne serais plus à la tête de Save Our Agriculture aujourd'hui. L'Afrique, c'est l'un des environnements les moins prévisibles, si tu veux. Donc, ils ont fait leur analyse. Ils ont fait leur analyse. Je ne peux pas juger la question. Moi, à leur place, je serais resté. Je serais resté un peu plus parce que, comme je le dis encore, je pense que c'est le moment où il faut saisir des parts de marché qui étaient jusqu'ici insaisissables. Mais eux, bon, ils ont préféré partir. C'est peut-être par rapport à leur vision, par rapport à leur ambition et ce qu'ils voulaient réaliser avec le business, peut-être à court terme. D'accord. Ok. Ben, en tout cas, j'espère que ça a édifié quelques-uns par rapport à l'association de Hitch. J'espère que ça ne va pas décourager un des acteurs qui est dans le secteur. J'espère que ça se passe bien pour lui. Pour la... Non, il ne faut pas que ça les décourage. Il ne faut pas que ça les décourage parce que le secteur est ouvert, hein. Je pense que, bon, c'est vrai que je discutais avec un ami qui est un ami béninois qui est dans la logistique, qui fait de la livraison, il travaille avec des e-commerçants, qui me disait que de façon incompréhensible, durant cette phase de confinement partiel, le chiffre d'affaires a chuté plutôt qu'augmenté. Mais bon, je pense que c'est une question de mentalité aussi. Les gens ont peur, il y a le virus dehors, il faut peut-être maîtriser d'où vient ce qu'on commande. Et à ce niveau-là, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Ok, bah merci pour cette analyse du cas Hitch. Donc on a fini. Donc c'était rapide et on va passer à une question Twitter. On n'a que deux questions, hein. C'est que Ok, on n'a pas une très très grande communauté sur Twitter, donc on va passer aux questions. d'accord. Aux questions Twitter. Donc les questions, je vais les afficher à l'écran, hein. Les gens vont pouvoir les voir. Donc ce n'est pas un petit souci. Donc là, Ça, la première question, c'est Borel Kouaté. Bon, il aimerait savoir si ces petits entrepreneurs agro-pastoraux ont un statut juridique formel. je n'ai pas bien suivi la question. Il aimerait savoir si les petits entrepreneurs agro-pastoraux ont un statut formel. Ok. Euh, bon, je ne suis pas très sûr de comprendre la tournure qu'il veut donner, mais j'espère qu'il est en ligne. Si Il est jamais en il n'est pas ligne. satisfait, il pourra Il est en répondre. ligne, Borel. Déjà, ok, très bien. Déjà, malheureusement, il y a encore beaucoup de petits agriculteurs qui n'officialisent pas leur business, qui ne veulent pas faire la démarche de création d'entreprise. Dans la tête de beaucoup de personnes, c'est encore, si on va vers le gouvernement, il faut payer des impôts, il faut payer des taxes, et parce qu'ils entendent parler de redressement fiscal, ils ont même peur de s'engager sur cette voie-là. Donc certains préfèrent rester dans les formels, et quand ils restent dans l'informel, ils n'ont pas de contrat, en fait, ils n'ont aucun document, et
dans un moment comme celui-ci où il y a une crise, c'est difficile de mener des démarches parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun document, aucune traçabilité. C'est pour ça qu'il a été mis en place le fichier des artisans au niveau des communes. L'enregistrement est très léger. Ça demande juste à amener sa carte d'identité, d'écrire son activité dans la commune d'arrondissement où on exerce. Mais une fois que le jeune est enregistré dans sa commune, il est déjà considéré comme officiellement faisant partie de l'environnement économique. J'espère que ça suffit à Borel Kouaté, hein. Donc je vais prendre la deuxième question. C'est toujours apparemment Borel Kouaté nous suit. Donc il dit il aimerait savoir si le Cameroun. Donc, il est en train d'intervenir. Il dit que parce que je ne l'ai pas donné en direct, mais il dit que le Cameroun importe régulièrement du maïs. Ça doit sans doute correspondre à la provendeurie. Tout à fait. Donc, mais c'est le Cameroun ou c'est des privés qui importent? Bon, quand on parle du Cameroun, en fait, c'est des opérateurs camerounais. D'accord. Et donc, forcément, c'est ça qui fait augmenter le prix, logiquement, si c'est des gens qui importent. Mais la provendeurie n'est pas faite sur place, des fois. La provendeurie est faite sur place, mais avec des intrants. Tous les intrants ne sont pas encore disponibles ici. D'accord. Ok. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que, regarde, aujourd'hui, on a déjà une entreprise comme... bon, enfin, je préfère ne pas citer de nom d'entreprise, mais juste de dire que les secteurs les plus consommateurs de denrées comme le maïs importent encore 50 à 60% parce que, justement, il n'y a pas de disponibilité en local. C'est ça qui me chagrine parfois parce qu'on parle de Made in Cameroun, de patriotisme économique, mais derrière, est-ce qu'on fait effectivement ce qui peut nous amener à prétendre à atteindre l'autosuffisance alimentaire et amener ce patriotisme économique? Je ne pense pas. Il y a encore un gros travail à faire. Je reprends. Là, une question, c'est Jimmy Mbacha. Donc, dès lors que le jeune entrepreneur est enregistré à la commune, est-il taxé? Ah, je te perds, Flavien. Ok, je t'ai perdu. Voilà, il aimerait savoir si le jeune entrepreneur qui est enregistré à la commune est taxé. Bien sûr, le jeune entrepreneur qui est enregistré à la commune, il est taxé, mais ça ne coûte pas cher du tout. C'est-à-dire que l'entrepreneur se retrouve à payer pratiquement moins de 10 000 francs. Bon, maintenant, c'est-à-dire c'est une démarche progressive pour amener l'entrepreneur à se légaliser. La précision qu'il faut peut-être donner, on ne vous le dira pas dans les communes, mais c'est qu'à partir du moment où vous avez une certaine taille, la commune va vous encourager à aller plutôt être une entreprise ou créer une coopérative, par exemple. Ok. Ben, j'espère que ça... En tout cas, il a mis des cœurs, hein, donc je pense qu'il a un peu mieux compris. Là, on a des remarques. Par exemple, Borel, il dit merci pour la réponse. La deuxième intervention était une contribution. Ok, voilà. La contribution, c'est... il disait que c'est les privés et les éleveurs notamment qui importent le maïs, car l'offre est faible sur place. C'est ça. C'est ça. D'accord. Bon, là, on a une question de P-Gaps. Quelle lecture faites-vous du silence du gouvernement jusqu'à présent sur une question aussi cruciale? La lecture que je fais du silence du gouvernement, moi, en général, je me place vraiment dans le camp de ceux qui pensent qu'il faut faire des propositions au gouvernement. Malheureusement, on se plaint, mais derrière, la vérité, c'est qu'il faut faire des propositions. Il faut qu'on contribue. Moi, j'ai envie de dire que ceux qui sont silencieux n'ont pas le droit de se plaindre. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'entrepreneurs, on a la capacité d'envoyer des courriers dans les ministères, dans nos ministères de tutelle ou les départements ministériels qui traitent des questions liées avec notre activité. On a la capacité de saisir des agences gouvernementales pour faire nos propositions. Mais si nous-mêmes, on ne fait pas nos propositions, le gouvernement prend le temps de réfléchir. Je ne dis pas que c'est normal, parce qu'on est dans une situation critique. Et vraiment, il faudrait faire quelque chose. Sinon, beaucoup d'entreprises ont déjà fermé, sont en train de fermer et continueront de le faire. Mais c'est à nous de prendre les devants et de dire, voilà ce qu'on propose, parce que peut-être que ça prend du temps à votre niveau. Je vais te demander, alors, dans ce cas, je vois que tu as beaucoup de propositions à faire, mais concrètement,
on attend la réaction de la sous-région. Oui. Il y a eu des propositions bon, j'allais dire l'OUA, mais de l'Union africaine. Oui. Mais comment tous ces annonces-là peuvent impacter le petit entrepreneur au Cameroun? Moi, je vais être très honnête sur cette question-là, hein. Aujourd'hui, malheureusement, l'organisation de notre environnement économique n'est pas encore totalement inclusive. C'est-à-dire que ce soit au niveau de l'Union africaine qui a mis en place l'initiative Africa versus Virus du 17 au 19 avril, c'est-à-dire le week-end de la semaine prochaine, il y aura des consultations qui vont se faire. Moi, par exemple, j'ai été consulté et je vais faire partie des consultations. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui auraient à dire, qui ne vont peut-être pas faire partie de ce genre de consultation-là. C'est pour ça que c'est encore important, une fois, d'être là où les choses se font. Mais on a un environnement où 90 à 95% des personnes qui font l'économie n'ont pas toujours les mêmes capacités pour se faire entendre. C'est pour ça qu'on doit être des courroies de transmission. Ce que j'essaie de faire à mon niveau, c'est vraiment d'échanger avec les jeunes qui font partie des associations où je suis membre. Pas seulement les jeunes, il ne faut pas que je reste vieillophobe. Vraiment d'échanger avec les gens qui sont dans les associations dont je fais partie ou les réseaux dont je fais partie pour récupérer leurs propositions et de façon vraiment très ouverte, très transparente, de les répercuter là où il le faut. Nous, on a par exemple rédigé des plaidoyers qu'on a adressés au niveau de la délégation régionale de l'agriculture et du développement rural, au niveau de la délégation de l'élevage, pour leur dire voilà nos propositions à la coordination du projet de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, dont justement beaucoup de nos membres font partie. Ça, ce sont des entités avec lesquelles on travaille et nous, on leur fait ces propositions parce qu'on pense qu'elles peuvent avoir un apport. S'il y a un jeune qui pense qu'il a des propositions, vraiment de ne pas hésiter soit à aller vers ces organisations, vers des organisations qui peuvent permettre à sa voix d'être portée plus haut, soit de se diriger directement vers les gouvernants. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a Internet, on a les réseaux sociaux. Et la semaine dernière, par exemple, on a adressé un courrier au ministre de l'Agriculture, on n'a pas eu de retour, mais pendant qu'il faisait sa visioconférence où il parlait des réserves alimentaires du Cameroun, moi j'ai posé ma question sur Twitter. L'avantage d'avoir les réseaux sociaux, c'est qu'en posant la question sur Twitter, il est presque obligé de répondre, même si ses services n'avaient pas encore acheminé le courrier en temps opportun. Il a répondu? Il ne m'a pas répondu en public, mais en message privé. Et ça t'a suffi comme réponse? Ça ne m'a pas suffi, justement, j'ai renvoyé par message privé un scan du courrier qui avait été adressé et j'ai sollicité une audience pour pouvoir discuter directement avec lui, avec d'autres jeunes qui font également partie des associations. Donc, si un jeune veut t'envoyer des propositions, comment il fait sur les réseaux sociaux, c'est Flavien Kwacha. Okay. Flavien, Flavien, Kwacha, K-O-U-A-T-C-H. Je pense que... Je le rajouterai en commentaire. Voilà, très bien. Mais okay. De toute façon, sur les réseaux sociaux, mes comptes sont ouverts. Et je consulte personnellement, même si quelquefois c'est quelqu'un d'autre qui peut poster, je consulte personnellement. Donc, vraiment, de ne pas hésiter. Moi, je prendrai attache avec ceux qui, éventuellement, ont des propositions. Ok. Bon, je pense qu'on a pris toutes les questions. J'espère que les gens ont été satisfaits de ton intervention. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir pris le temps de répondre, de nous accorder du temps et de répondre à nos questions. Donc, là, on a fini. Donc, je remercie Stéphane Kamga qui a fait le reportage, que j'ai eu du mal à diffuser à cause des fichiers, et aussi à Sandrine Pégap qui a fait l'article justement sur la relance économique. Donc, ainsi se termine le deuxième hors-série. Donc, on espère en faire un demain avec Dominique Odjeb. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Flavien, et bon continuation pour tes projets. Merci Mathurin et bon courage également. C'est une très belle initiative. Je pense que par cette crise-là, les entrepreneurs se sentent... Déjà, entrepreneurs, on est vraiment dans la solitude en permanence. Mais là, c'est encore plus perceptible. Donc, on doit se serrer les coudes pour traverser cette épreuve-là.
Ok, bon bah ici, ainsi se termine le hors-série du Grand Live numérique. Donc bonne soirée à tous et merci et au revoir Flavien. Bonne soirée. Merci.